Jeudi 12 septembre 2023, bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. Avant le développement de l'actualité, cette brève, d'abord pour parler du retour au pays hier dans la nuit de lundi à mardi, dans les environs de 0h50 de l'autorité morale du Modenfa Lumana Africa, Hamamadou qui est rentré après un long séjour en terre française officiellement pour des raisons de santé. Pour rappel, il y a quelques jours, l'homme annonçait déjà son retour au pays dans la presse internationale et c'est désormais chose faite. Une autre brève pour parler cette fois de la libération, la sortie de prison ce mardi du président du CRPD Sulhu Ibrahim Gado. Ce jeune leader politique a regagné son domicile cet après-midi même après près de 9 mois de détention préventive. Les sanctions économiques et financières infligées au Niger par la CEDEAO depuis le 30 juillet dernier portent un coup dur à l'économie déjà fragile de notre pays. Comment faire face à cette situation? C'est la question que la rédaction de la télévision Labari a posée à Hamadou. Il est expert financier de notre pays. Suivons Hamadou. Tout ce que les Nigériens peuvent faire pour eux-mêmes, mais pour soutenir aujourd'hui leur transition, consiste à se parler, à dire quel type d'État on veut. Et on veut un État exemplaire où les dirigeants ils seront exemplaires parce qu'il y a des moyens de les contrôler et ils acceptent d'être contrôlés. Il y a des moyens de les obliger à la redevabilité et à la responsabilité. Et il y a un État qui produit des gens bien formés pour pouvoir créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, notre école produit du savoir, c'est clair. Mais est-ce que c'est le type de savoir qu'il nous faut? Un savoir qui ne permette pas de créer des emplois, de créer des richesses? Est-ce que c'est le type de savoir qu'il faut au Niger? Nous produisons beaucoup d'enfants, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose, contrairement à ce que le gouvernement précédent disait. C'est une bonne chose, mais à condition, bien évidemment, que toutes les personnes qui naissent, au bout d'un moment, puissent avoir un emploi décent, parce qu'on n'a pas trouvé de substitut à la richesse dans le monde que des conditions de vie. Voilà, Hamadou, expert financier que vous retrouverez en fin de ce journal. Reparlons des sanctions de la CEDEAO contre le Niger pour cette fois évoquer la situation des conducteurs de camions grands porteurs stationnés du côté du Niger dans la capitale du Dandi, c'est à Gaïa donc, à la frontière béninoise. Des conducteurs dont les camions sont une centaine et qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Voyons cela de plus près avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Situé à quelques encablures de la rive qui sépare le Niger du Bénin, le parc des camions gros porteurs de Gaïa peine à contenir les camions en attente pour la traversée. Plusieurs centaines sont ainsi bloquées et coincées depuis que le Bénin a mis en exécution les sanctions décidées par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Un mois déjà, conducteurs et apprentis disent être plongés dans le désarroi. Vraiment, avec le temps, là, ça ne va pas. On est bloqué. Bon, pour manger aussi, c'est problème. Parce que les vendeurs n'arrivent pas à venir ici. Pour nous-mêmes, on va aller en ville pour chercher manger, préparer avec les apprentis. Vous voyez. Bon, ça ne va pas. Des fois, on appelle les patrons. Ils arrivent à trouver un peu pour aller payer, manger, nourrir avec les apprentis. Mais avec les apprentis aussi, 1000 francs par jour, 500 par jour, ce n'est pas facile. Parce qu'on n'arrive pas à rouler. Même si tu trouves un peu là, tu manges en même temps. Pour aller payer manger aussi, il faut aller à Gaïa, partout, passer par là, c'est un peu difficile. Ici, c'est un calvaire, c'est un véritable calvaire. Les conditions de vie sont très misérables. Vous voyez, pour avoir accès à la nourriture, même celles qui vendent là, elles ne viennent plus. Et actuellement, dans le parc, même pour préparer, on n'a pas de charbon pour préparer. Vous voyez, les apprentis sont obligés de voler du gasoil, de voler des pneus secours et autres là pour suivre parce que les patrons sont rentrés, ils n'arrivent pas à envoyer de l'argent. Les ressources sont finies, tout est épuisé.
Il lance un appel à l'endroit des gouvernants. À l'endroit des dirigeants de la CEDEAO, nous sommes tous des frères, nous sommes tous noirs, nous sommes tous africains. L'Afrique, c'est pour nous. Et en principe, nous devons savoir gérer nos problèmes sans que personne n'intervienne. Si la CEDEAO peut nous voir notre condition et puis ils n'ont qu'à ouvrir la frontière, ils vont s'entendre et ouvrir la frontière. Mais nous, on ne veut pas de bagarre, la guerre ici, par là, ils n'ont qu'à s'entendre pour qu'ils vont ouvrir la frontière, on va rouler librement. Merci. Parce qu'on est les mêmes, le Bénin et le Niger, tous nous sommes les mêmes. Selon certaines informations qui nous sont parvenues, pas moins de 1000 autres camions sont aussi stationnés de l'autre côté du Bénin sur une distance s'étendant sur environ 25 km entre la ville de Guéné et celle de Malanville. À noter enfin qu'en plus de la difficile condition de vie en lien avec la nourriture, les conducteurs, selon toujours les mêmes informations, sont obligés de se mettre sous les camions pour se protéger de la pluie. Ce mardi matin, l'ONG Femmes, Action et Développement FAD a réuni les acteurs de la société civile au cours d'une table ronde. Une rencontre qui devra permettre à ces acteurs d'échanger sur les inégalités au Niger, surtout en cette période de crise. Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. Organisé par l'ONG Femmes, Action et Développement FAD, à travers l'Alliance contre les inégalités du Niger ACI, cette table ronde est une occasion pour ces acteurs de la société civile nigérienne pour échanger afin de lutter efficacement contre les inégalités les plus criantes au Niger. Prenant la parole à cette occasion, la directrice exécutive de l'ONG FAD a d'abord fait la présentation de l'ACI avant de revenir sur l'objectif visé à travers cette rencontre. L'ACI, l'Alliance contre les inégalités, a été lancée le 4 septembre 2022 au siège de l'ONG FAD sous l'égide d'Oxfam Niger. C'est une initiative d'organisation de défense des droits des femmes et des jeunes et d'autres organisations de la société civile militant contre toutes les formes d'inégalité au Niger. Composée d'une vingtaine d'organisations non gouvernementales, nationales et internationales, l'ACI que l'ONG FAD coordonne a mené plusieurs activités entrant dans le cadre de la lutte contre les inégalités. L'organisation de la table ronde va en phase avec la mission assignée aux organisations membres. Celle d'œuvrer contre toute forme d'inégalité dans le pays et j'ai la ferme assurance que cet espace d'échange nous permettra d'unir nos voix et d'agir ensemble contre la crise politique que nous traversons en ce moment. Les droits des femmes, par exemple, sont encore bafoués, comme nous l'assistons depuis le début de la crise. J'en prends pour preuve l'absence du ministère chargé de protéger les femmes et les enfants dans l'actuel gouvernement. Sans ce ministère, c'est aussi moins de financement des partenaires qui soutiennent la lutte pour réduire les inégalités dans notre pays. Sur cette question qui préoccupe à plus d'un titre la société civile nigérienne, l'Alliance contre les inégalités du Niger peut compter sur son partenaire, l'ONG Oxfam. Créée sous l'égide de l'ONG Oxfam, en collaboration avec une trentaine de structures de la société civile qui interviennent sur plusieurs thématiques, l'Alliance contre les inégalités est une initiative ou une plateforme d'organisations nationales et internationales, de défenseurs de droits humains, d'organisations confessionnelles, de syndicats, de mouvements sociaux et d'autres organisations de la société civile qui se sont mis ensemble pour lutter contre toutes les formes d'inégalité au Niger. Cette alliance, à sa création en mai 2020, s'est fixé un certain nombre d'objectifs, dont entre autres ceux de mener des initiatives conjointes de plaidoyer, des campagnes d'influence contre les inégalités, de partager les bonnes pratiques et leçons apprises et mutualiser les connaissances et expériences sur la thématique des inégalités, de concevoir et mettre ensemble en œuvre des projets pour la réduction des inégalités à travers le pays. Cette rencontre d'échange qui a vu la participation des acteurs de la société civile de plusieurs régions du Niger va durer 2 jours.
Les sanctions économiques et financières de la CEDEAO contre la fragile économie de notre pays continuent de peser sur le Niger. Comment faire face à cette épreuve? Je vous propose de suivre l'analyse et les propositions de Hama Amadou. Il est expert financier. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah. Guerre économique et financière qui nous est, et commerciale aussi, et qui nous est imposée est une guerre injuste. Elle est inhumaine de par son ampleur, elle est inhumaine de par son effet massif, elle est illégale. Les juristes les plus éminents ont donné leur point de vue sur la légalité ou plutôt l'illégalité et l'illégitimité de ces sanctions, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous allons parler des solutions envisageables pour nous sortir de cette ornière. La première chose, c'est que nous sommes des humains. Et nous avons la faculté, en tant que créateurs de Dieu, la seule de ces créatures qui puissent elles-mêmes créer, donc d'avoir des voies de sortie. L'une de ces voies de sortie, c'est que nous savons que nous avons une économie qui est en matière d'approvisionnement et une économie informelle. On a davantage d'informel que de formel du point de vue de l'achat-revente. Ce qui fait que nous sommes protégés un peu plus qu'une économie formelle en termes d'approvisionnement. Nous sommes, bien que les prix des denrées notamment commencent à flamber, à subir une certaine inflation, le reste des biens et services sont à un niveau d'inflation comparable à ce que l'inflation était avant le coup d'État du 26 juillet 2023. Donc la question est de savoir comment on fait alors pour l'économie formelle? Parce que l'économie informelle, elle n'est pas touchée, elle sera peu touchée. Par contre, l'enjeu pour nous, c'est qu'il faudra que nous prenions des dispositions pour pouvoir refaire le circuit d'approvisionnement, les corridors d'approvisionnement du Niger, pour que l'économie informelle ne puisse pas rogner encore plus sur l'économie formelle. Parce que vous savez que c'est l'économie formelle qui donc produit des recettes à l'État, donc des recettes fiscales, des recettes douanières. Ça ne vient que par le biais de l'économie formelle, pas l'économie informelle. L'économie informelle, les ponctions qui sont faites dessus sont infinitésimales et donc ça ne permet pas à un État de pouvoir vivre parce que l'État a besoin de recettes budgétaires pour pouvoir faire du social. Parce que le rôle de l'État, c'est de satisfaire les besoins de la société et donc du peuple du Niger. Sans recettes budgétaires, sans finances, l'État ne peut pas le faire. Et l'État ne peut avoir ses finances et ses recettes qu'à partir donc de l'économie comptable, donc l'économie formelle. C'est donc tout l'enjeu consiste pour l'État d'avoir tout de suite des voies de substitution en termes de corridors comparé à la période ante-coup d'État, puisque un certain nombre de pays de la zone nous ont fermé leurs frontières et leurs ports. Il s'agit du Bénin naturellement, et pour la frontière, il s'agit du Bénin et de la République fédérale du Nigeria. Donc il nous faut chercher des palliatifs. Ça existe. Ça va probablement rallonger les coûts. Donc, on racheterait les coûts de transport et donc, par effet indu, le coût de ces produits. Ça va rallonger aussi la durée, puisque les distances des autres ports qui peuvent nous permettre donc, de nous désengorger, comme le port d'Alger plus loin, à plus de 3000 km, ou le port de Douala au Cameroun, ou encore le port de Conakry, si nous souhaitons aller avec des pays qui nous sont restés encore amis. Et donc ça va nous rallonger les distances. Qui dit distance rallongée dit également coût de transport rallongé et renchéri. Et dès que les coûts de transport sont renchéris, il y a un effet induit automatique sur les prix des produits. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler. Après, bien évidemment, c'est un bien pour un mal pour nous, parce qu'à partir de maintenant, nous devons comprendre en tant que peuple
qu'il nous faut produire davantage pour nos besoins essentiels que d'importer des biens et services de l'extérieur, parce que c'est notre richesse que nous donnons aux autres, ce sont nos emplois que nous donnons aux autres en allant importer davantage que nous n'exportons de biens et de services vis-à-vis de l'extérieur. Donc il nous faudra refonder notre État pour trouver les instruments au niveau économique pour notre industrie, pour nos entreprises qui font des infrastructures, pour nos entreprises technologiques, le peu qui nous en reste, puisque une grosse partie a été détruite avec la mauvaise gouvernance que nous avons connue. Et donc il nous faut regarder dans le miroir, savoir ce que nous voulons, nous entendre sur ce que nous voulons du Niger de demain, avec qui nous devons le faire, notre système éducatif qui va produire les gens pour la production de demain, et pour comment nous faisons l'alliage entre notre système d'éducation, notre système de formation par rapport à l'emploi. Parce que si vous formez des gens uniquement pour le savoir mais qui ne travaillent pas, vous ne créez pas de richesse. Et si vous ne créez pas de richesse, vous avez des problèmes avec le chômage. Et si vous avez des problèmes avec le chômage, vous avez des problèmes probablement d'exclusion et de violence dans la société, d'insécurité pour les riches, mais d'insécurité pour tout le monde tout court. D'abord, il faut dire que le problème économique ne date pas du 26 juillet. Le problème économique du Niger, il date surtout depuis le janvier 2018. Pourquoi janvier 2018 ? En janvier 2018, il y a eu deux facteurs essentiels qui ont joué contre notre économie, qui ont joué contre l'investissement. La première des choses, c'est une loi fiscale que le ministre des Finances de l'époque a prise, qui consistait dans le domaine des impôts, lorsque vous êtes contrôlé, et donc de payer la charge que les contrôleurs vous imposent, avant même de pouvoir la contester, alors que la loi fiscale, jusqu'ici, le principe même en matière de constitution fiscale consiste à dire la clé de voûte de la fiscalité, c'est le citoyen, il a raison, c'est sa déclaration qui fait foi jusqu'à ce qu'on contrôle, et même après le contrôle, il a le droit de contester, et contester d'abord devant l'administration, et puis en recours hiérarchique, mais ensuite contester devant les tribunaux pour être certain qu'il doit cette somme comme créance de l'État. Donc ça fait fuir l'intégralité des investisseurs potentiels, qu'ils soient nigériens ou qu'ils soient non nigériens, non nationaux. Parce qu'il faut comprendre que ce que recherche un investisseur, c'est moins des taux d'imposition bas que la sécurité juridique du capital, la sécurité juridique des investissements. Et donc, si on crée une situation d'insécurité juridique là, en plus de l'insécurité physique que les Nigériens vivent depuis 2013, vous voyez l'inconvénient pour un investisseur de venir investir ici, puisqu'il n'est pas sûr d'avoir le retour d'investissement, pas par le fait du marché, mais par le fait des administrations. Et donc ça a été une décision qui a été prise depuis 2018, puisqu'il s'agit de la loi de finances 2018. Et donc ça a fait que notre économie a subi un contre-coup extraordinaire. Le deuxième contre-coup, il est aussi de janvier 2018. Il concerne le coût de l'énergie, l'augmentation du coût de l'énergie. Parce que vous savez, l'énergie, c'est ça qui permet de faire de la compétitivité d'une industrie. Pour les industries, il n'y a que trois facteurs essentiels. Il y a le facteur énergie, il y a le facteur main-d'œuvre, et bien évidemment, quelque part, le facteur matière première. La matière première, on en a en quantité industrielle. La main-d'œuvre, elle est moins chère dans notre pays. Ce qui nous fait défaut, c'est la sécurité en matière d'approvisionnement en énergie et le coût de l'énergie pour que nos industries puissent être compétitives. Si vous avez remarqué, depuis 2018, la plupart de nos industries ont fermé boutique. Pourquoi ? Parce que le coût de l'énergie est un facteur déterminant dans leur compétitivité. Donc ça, c'est un véritable sujet. En 2022, le gouvernement a pris encore une autre décision, renchérissant le coût du gasoil.
Ouais. Et là encore, ça affecte l'industrie. Nous savons que l'industrie marche avec du gasoil parce que les générateurs qu'ils utilisent marchent au gasoil ou au fioul. Et donc, ce sont les carburants dont les prix ont augmenté de manière exponentielle en 2022. Donc, ces facteurs réunis et donc font que notre économie était déjà une économie, je dirais, dans le coma. Voilà, elle était une économie dans le coma parce que vous pouvez aller vérifier, on peut vous dire tout ce qu'on veut, les gens peuvent vous raconter tout ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas d'investissement au Niger depuis 2018 en dehors de ce qu'on appelle, les Anglais appellent les quick wins. C'est quoi les quick wins? C'est que ce sont des investissements que vous faites sur de la courte durée pour qu'il y ait un bénéfice rapide. Ce sont des investissements spéculatifs. Voilà. Donc ça vous rapporte beaucoup d'argent très vite. La durée moyenne de retour sur l'investissement, c'est 2,5 ans. Voilà, donc en général. Et ça, ce sont des investissements qui sont faits uniquement dans la sphère publique. Ce sont des investissements sur des infrastructures financées sur le budget de l'État avec beaucoup de surfacturation et donc de backage. Ce sont des investissements qui sont dans de l'achat-revente. L'achat-revente ne produit pas de la richesse. C'est ça que nous appelons les services en économie. Les services ne rapportent pas de richesse. C'est l'intermédiation qui fait de la valeur ajoutée mais fictive, ce qui a amené, pour ceux qui le savent, la bulle spéculative en 2008 aux États-Unis dans le domaine de l'immobilier. Et donc, c'est ça que les gens ont apporté. Si vous voyez Niamey et nos grandes villes, vous voyez un tas de grands bâtiments que nous ne connaissions pas. Tout cela, ça vient donc de cette économie-là, du bénéfice très rapide, spéculatif, mais qui un jour va exploser. Et c'est le moment où ça va exploser, puisque maintenant, comment dirais-je, la complicité qui existait entre le gouvernement déchu et les partenaires extérieurs du Niger n'est plus là pour pouvoir constituer un parapluie pour le danger et les risques qu'emportait ce type de partenariat. Il va nous falloir aujourd'hui nous regarder entre nous, dialoguer entre nous, faire en sorte que nous sachions maintenant de quel type d'économie nous voulons. Nous ne pouvons pas avoir une économie qui exporte davantage qu'elle n'importe si nous n'avons pas une industrie qui soit au bon endroit. Une industrie qui produise des richesses, une industrie qui produise des biens, mais une industrie également qui produise des emplois. Sans emploi, il n'y a pas de création de richesse. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc tout ce que les Nigériens peuvent faire pour eux-mêmes, mais pour soutenir aujourd'hui leur transition, consiste à se parler, à dire quel type d'État on veut. Et on veut un État exemplaire où les dirigeants ils seront exemplaires parce qu'il y a des moyens de les contrôler et ils acceptent d'être contrôlés. Il y a des moyens de les obliger à la redevabilité et à la responsabilité. Et il y a un État qui produit des gens bien formés, pour pouvoir créer des emplois. Parce qu'aujourd'hui, notre école produit du savoir, c'est clair. Mais est-ce que c'est le type de savoir qu'il nous faut? Un savoir qui ne permette pas de créer des emplois, de créer des richesses? Est-ce que c'est le type de savoir qu'il faut au Niger? Nous produisons beaucoup d'enfants, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose, contrairement à ce que le gouvernement précédent disait. C'est une bonne chose, mais à condition, bien évidemment, que toutes les personnes qui naissent, au bout d'un moment, puissent avoir un emploi décent, parce qu'on n'a pas trouvé de substitut à la richesse dans le monde que l'emploi. Il n'y a pas. Quand nous étions petits, les garçons allaient au champ, les femmes s'occupaient du reste des activités. Eh bien, on n'a pas trouvé mieux, même dans l'économie formelle, que le travail. C'est le travail qui produit des richesses. Et donc, si nous voulons aller plus loin, nous voulons rendre service à la transition et nous rendre service nous-mêmes, nous devons créer les conditions tel que chaque Nigérien qui a quelque savoir, et les Nigériens, Dieu merci, ont du talent. Il y a beaucoup de Nigériens talentueux. Il y a toutes sortes de talents. Il y a des gens qui savent tout faire dans ce pays. Et donc, il faut faire en sorte que ces gens soient amenés à créer de la valeur ajoutée, amenés à créer des emplois pour que nous puissions absorber le flux différentiel d'humains
que nous craignons par rapport à ceux qui partent rejoindre l'au-delà. Et donc c'est comme cela que je pense que nous pouvons faire une économie. Nous assurer que toutes nos ressources naturelles, que nous avons 2 ressources naturelles, 2 à 3 ressources naturelles qui sont fondamentales. Nous avons l'eau et l'énergie qui sont nécessaires à l'industrialisation du pays. Et nous avons au-delà de ça des minéraux et du pétrole et d'autres matières qui sont dans notre sous-sol qui peuvent nous permettre d'être la matière première pour notre industrie future, étant entendu que si nous exploitons ces matières-là de manière optimale, si nous pouvions avoir une centrale nucléaire, quelques centrales aussi thermiques que nous continuons à faire, le charbon dont nous sommes un pays qui dispose de réserves en quantité vraiment industrielle, si nous les exploitions au service de notre industrie, parce que nous savons que la valeur ajoutée monétaire que nous avons eue jusqu'à maintenant, nous exploitons l'uranium depuis 50 ans au moins. Malheureusement, cette valeur ajoutée elle n'a pas servi à grand-chose à part l'épisode du président Kounti après et puis une partie de l'épisode du président Tanja. L'uranium du Niger n'a pas servi à grand-chose pour le citoyen du Niger. Donc si nous pouvions prendre prétexte de notre propriété sur cet uranium-là et définir les enjeux, les perspectives pour avoir une centrale nucléaire dans 10-15 ans, ce n'est pas une mauvaise chose si nous commencions déjà. Si le gouvernement actuel commence, demain, ceux qui viendront seront obligés de finir ça. Et parce que si nous avons cette énergie, nous pouvons la vendre à d'autres voisins, au lieu de dépendre d'un voisin qui est inamical à notre égard, parce que vous savez que depuis pratiquement le 30 juillet 2023, notre grand voisin et ami, le Nigeria, nous a suspendu la fourniture de l'énergie, qui est un contrat à la fois moral et social entre nos deux pays depuis 1965, parce que vous savez que les barrages qui permettent d'alimenter le Nigeria en électricité, c'était une convention avec l'État du Niger qui devrait renoncer à faire des barrages parce que le Nigeria est en aval et nous sommes en amont par rapport au Nigeria. Et donc la convention consistait pour le Nigeria de construire des barrages et d'alimenter le Niger en électricité. Parce que si le Niger devrait construire des barrages avec les barrages maliens et autres là sur le fleuve Niger, ça devrait être une problématique pour le Niger d'avoir suffisamment de courant d'eau pour pouvoir faire ces barrages. Donc nous devons penser donc à notre souveraineté énergétique. Il n'y a pas de souveraineté énergétique si nous n'avons pas de souveraineté industrielle, et nous ne pouvons pas avoir de souveraineté industrielle si on n'a pas un imaginaire stratégique où nous disons à quoi doivent nous servir ces ressources nous-mêmes et les générations futures de Nigériens qui arriveront. Il ne faut pas réfléchir simplement aux gens qui vivent en 2023, mais il faut réfléchir à ceux qui vivront jusqu'à la fin du monde, jusqu'au jugement dernier, parce que ces ressources qui sont sur le sol du Niger nous appartiennent comme elles leur appartiennent, même s'ils n'ont pas encore né. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel nous devons réfléchir à l'heure actuelle, nous entendre comment nous faisons cette transmission intergénérationnelle ou transmission, on va dire, transgénérationnelle. Comment nous la bâtissons, quels fonds nous mettons en place, quelle stratégie nous mettons en place, quelle conduite nous mettons en place, quel type de gouvernance nous mettons en place. Et la gouvernance qui nous permet de faire ça, c'est forcément une gouvernance vertueuse et une gouvernance dénuée de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, dénuée également de spéculation indue par rapport à l'inflation, voilà, sur les biens essentiels, biens et services essentiels pour les citoyens. Voilà comment je conçois un État qui soit exemplaire. Et bien évidemment, avec ça, il faudra de la justice. On ne peut pas faire tout ça lorsque nous n'avons pas un environnement judiciaire qui soit une administration qui simplifie davantage, et l'administration et la justice qui soient des alliés du peuple. S'ils ne sont pas des alliés du peuple, nous courons les mêmes dangers qui ont amené le coup d'État du 26 juillet 2023. Et j'espère que les Nigériens saisiront cette dernière claque pour pouvoir s'entendre sur le modèle de peuple et le modèle d'État qu'ils voudraient former pour l'avenir.